Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces fraudes immobilières extrêmement audacieuses où les fraudeurs vendent des maisons qui ne leur appartiennent même pas. Bon, le SPVM vient de démanteler un important réseau de fraudeurs présumés qui auraient volé plus de 5 millions de dollars. Eux, ils n'ont pas vendu de maison, mais ils ont fait de la fraude, d'après les deux sergents détectives qu'on reçoit. Karine Lessard du SPVM, bien sûr, et sa collègue Mélissa Deshôtels. Bienvenue, mesdames. Merci. Alors, on va commencer pour essayer de faire en sorte que tout le monde nous suive, à décortiquer d'abord le stratagème. Les fraudeurs, j'imagine qu'ils doivent d'abord cibler des maisons, des propriétés qui sont libres d'hypothèque, mais ils doivent aussi se faire passer pour les propriétaires. C'est pas simple en partant, là. Madame Lessard. Bien, en fait, c'est plus simple que ça peut paraître. Ah oui? Donc, l'information pour savoir si une propriété est libre d'hypothèque, c'est accessible, comme via le rôle foncier. Donc, l'organisation criminelle cible, c'est ça, les propriétés qui sont libres d'hypothèque. Ensuite de ça, il va y avoir des fabrications de fausses pièces d'identité. Les personnes vont se rendre ensuite chez le notaire avec les fausses pièces d'identité et se faire passer pour les véritables propriétaires des résidences. Puis ils vont pouvoir obtenir un prêt hypothécaire sur la résidence. Bon, alors ce faux vendeur-là, est-ce qu'il est de mèche avec le notaire ou avec un acheteur? Une fois qu'il se fait passer pour le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait avec ça ensuite? Bien, en fait, nous, dans notre dossier, c'était du refinancement hypothécaire. Donc, il n'y avait pas de vente de propriété. C'est quand même quelque chose qui existe aussi, qu'on peut voler les titres de la propriété. Mais nous, dans notre événement, c'était un refinancement. Donc, ensuite de ça, les mêmes personnes allaient, avec les pièces d'identité, ouvrir un compte bancaire au nom des propriétaires. Le notaire déposait l'argent du prêt dans le compte bancaire. Puis ensuite de ça, bien, l'argent est vraiment écoulé rapidement des comptes bancaires. Bon, je vois bien. Alors, le stratagème que vous avez mis au jour, là, on comprend que les fraudeurs, ils ont ajouté un tas d'intermédiaires. Ça complique encore le travail, là. Bien, en fait, c'est que dans ce stratagème-là, il faut comprendre qu'il y a plusieurs rôles à jouer. Premièrement, il y a les personnificateurs, qu'on appelle, nous, dans le jargon policier, les pions. C'est les personnes qui vont justement prendre la photo pour fabriquer les faux passeports. Ensuite de ça, on va avoir le mandataire dans notre stratagème. C'est lui qui va se rendre directement chez le notaire en personne. Ensuite de ça, ça va être écoulé, comme ma collègue dit, dans les comptes bancaires. On va avoir des facilitateurs, c'est-à-dire les personnes, effectivement, qui vont aider ceux qui sont un petit peu plus loin, mais très importants dans le stratagème frauduleux, à écouler l'argent. Effectivement, c'est pour brouiller les pistes qui vont utiliser plusieurs personnes. Bon, dans ce cas-ci, je comprends que les vrais propriétaires, ils n'ont jamais perdu la propriété de leur maison. Non, en fait... Il n'y a personne là, qui a perdu une maison, mais il y a des institutions qui ont perdu de l'argent, si je comprends bien. Non, en fait, c'est des prêteurs privés qui ont prêté l'argent. Donc, eux autres, ils perdent vraiment la totalité là, de l'argent qui a été prêté. Puis d'un autre côté, les propriétaires, eux autres, se retrouvaient quand même avec un lien sur leur propriété. Parce que leur propriété avait été refinancée. Oui. OK. Exact. Donc, eux autres, ils ne peuvent pas revendre la propriété. Il y avait des terrains aussi qui étaient impliqués, donc ils ne peuvent pas construire sur leur terrain tant que ce n'est pas réglé. Fait qu'il y a un litige civil qui est aussi en parallèle en même temps pour faire enlever les liens sur les propriétés. C'est ça s'annule, ça. Quand on décèle ou quand on conclut que c'est frauduleux, ça s'annule, ces transactions-là. C'est pas si évident que ça au niveau civil. J'embarquerai pas dans les détails, là, c'est pas mon travail, mais habituellement, il va y avoir un litige, effectivement, avec les prêteurs privés qui ont perdu la totalité de leur argent, mais ils ont un lien sur la maison. Et les véritables propriétaires qui se ramassent avec la dette des fraudeurs se battent pour retrouver leur liberté d'hypothèque. Donc, mais ça peut prendre des mois, voire des années, avec plusieurs dizaines de milliers de dollars de frais. Et combien de stress? Oui. Et le stress et tout ce qui vient avec. Habituellement, les victimes sont sous le choc. Et c'est vraiment éprouvant pour eux, là. On se demande tout le temps comment ça peut être possible alors qu'il y a des vrais notaires, s'ils ne sont pas de mèche, là, si ce sont des gens honnêtes, des notaires qui certifient ces transactions-là. Alors, ils se font avoir eux aussi? Oui, bien, dans notre dossier, les notaires ne sont pas impliqués là, dans la transaction. Par contre, je pense que qu'est-ce qui n'a pas aidé, c'est en même temps la pandémie qui était là, qui a amené les rencontres virtuelles. Oh mon Dieu, oui. Donc, au lieu d'avoir des pièces d'identité en main propre qu'on peut vérifier, les pièces d'identité ont été envoyées via courriel. Donc, beaucoup plus facile pour un fraudeur de faire une transaction virtuelle que de faire une transaction en personne. Là, c'est la question vraiment de l'amateur, là. Par quel bout on prend ça quand ça arrive sur notre bureau? Là? Comment on enquête là-dessus? On part comment?
On part du début. On va commencer comme pour dire ça, mais effectivement, il faut y aller doucement. C'est pour ça que c'est une enquête qui a pris 2 ans, parce que c'est facile de s'y perdre. On parle de 5 millions. Donc, c'est sûr qu'on va faire le chemin de l'argent. On a plusieurs personnificateurs dans notre dossier, au-dessus de 11. Donc, on a différentes techniques d'enquête qui vont nous amener à identifier ces personnes-là. Ensuite de ça, on a suivi effectivement l'argent. 5 millions, c'est pas facile à suivre. Donc, beaucoup d'ordonnances à écrire aux institutions financières et beaucoup d'ordonnances aussi avec les compagnies de téléphone cellulaire. Et l'analyse de ça est très, très fastidieuse. Bien alors, on vous félicite. Karine Lessard, de la division des crimes économiques, et Mélissa Deshôtels. Merci beaucoup d'être passée en studio. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.